Alors, nous rencontrons aujourd'hui le président du Comité citoyen pour la sauvegarde du monastère des Moniales de Berthier, M. Louis-Victor Sylvestre. Il nous présentera un projet de conversion du bâtiment et de son site. D'abord, pouvez-vous rappeler certaines des caractéristiques du bâtiment qui justifient pourquoi votre groupe souhaite le conserver et le convertir pour lui donner une vocation mixte? Eh bien, je pense que voir, c'est croire. Si vous regardez le monastère tel qu'il est aujourd'hui, sachant qu'il n'a pas été chauffé durant l'hiver 2019 et 2020, vous constaterez qu'il n'y a aucune fissure. Vous constaterez sa solidité et vous constaterez son bon état extérieur. Ce que le monastère a de particulier, c'est qu'il découle d'un plan d'architecte renommé à l'époque, qu'il repose sur des pieux franquis, ce qui était une première en Amérique du Nord, c'est-à-dire des pieux enfoncés du fait que la capacité portante du sol à Berthier n'est pas bonne, c'est de l'argile. Par exemple, le Juvénat des Saints-Anges avait un décalage d'à peu près 6 pouces à certains endroits et plusieurs résidences sur la rue Frontenac et ailleurs se trouvent à s'enfoncer parfois de quelques quarts de pouce, parfois 1 pouce, 2 pouces et même 3 pouces. Puis les plus anciennes Berthier se souviendront de la maison de Janvier-Coulombe qui s'est enfoncée jusqu'au milieu des fenêtres, à côté, pas tellement loin de l'ancien cinéma royal. Alors on a les pieux franquis, on a une bâtisse qui est en béton armé, ce qui, à l'époque, en 1935-36, était plutôt réservé aux grandes villes et non pas aux petites villes comme Berthierville. Vous remarquerez la toiture plate, mais l'avant-couverture est tout en cuir massif. Le cuivre remonte à la construction 1936. Vous remarquerez les gouttières. Les gouttières sont elles aussi en cuivre massif. L'intérêt du monastère est aussi patrimonial et historique. Patrimonial parce qu'au fond, ce sont les gens de Berthierville qui l'ont financé, plus particulièrement Claire Tranchemontagne Pellan, qui a d'ailleurs déshérité son fils pour financer le monastère en léguant la somme d'approximativement 150 000 $ en 1925 sur son lit de mort. Le bâtiment est en parfait état à l'extérieur. À l'intérieur, évidemment, qu'il va nécessiter une transformation, une conversion, et je laisserai à M. Yves Deshaies, urbaniste expert, le soin de commenter cet aspect. Le site lui-même est extraordinaire. C'est 800 000 pieds carrés, comprenant le monastère lui-même. Et ces 800 000 pieds carrés sont aménagés sous couvert forestier. C'est le dernier véritable espace vert de Berthierville. Est-ce que le bâtiment vaut la peine d'être converti? Je suis affirmatif. A-t-il besoin d'être converti et rénové? Je suis affirmatif. La vraie question, c'est, sachant que le bâtiment a une structure saine, sachant que sa fenestration, qui est en bois de l'époque, sa fenestration est encore saine, sachant que la toiture est saine, sachant que les avant-couvertures sont saines, sachant que le monastère n'a pas bronché, même pas d'1/4 de pouce, on a tout l'intérêt collectif et communautaire de le préserver. Alors, nous recevons aujourd'hui en studio le président du comité de sauvegarde du monastère des Moniales de Berthier, M. Louis-Victor Sylvestre, ainsi qu'un autre membre du comité de sauvegarde, l'urbaniste émérite, M. Yves Deshaies. C'est bien ça? Oui? Merci. Alors, nous avons commencé à discuter là, devant le monastère tantôt des raisons pour lesquelles ce bâtiment mérite d'être sauvé. On va poursuivre cette discussion maintenant en studio et aussi parler du projet de reconversion de ce monastère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le monastère? Alors, M. Louis-Victor Sylvestre, peut-être continuer à expliquer les autres caractéristiques là, que vous vouliez mettre en relief. Pourquoi il faut sauver ce bâtiment? Bien, brièvement, il y a eu un avis de classement émis par la ministre qui a tenu compte, on en a déjà parlé, du caractère exceptionnel sous l'angle architectural, sous l'angle technologique par les pieux franquis, sous l'angle de la structure qui est du béton armé, sous l'angle de la toiture dont les avant-couvertures sont en cuivre, de la qualité de la fenestration.
s'ajoute maintenant le boisé. Le boisé, c'est un boisé d'une exceptionnelle qualité. On y retrouve des arbres qui sont quasi centenaires, sinon certains d'entre eux le sont. Et c'est le dernier îlot boisé, le dernier espace vert d'ampleur sur le territoire de Berthierville. Dès lors, on ne peut pas l'ignorer et on doit le sauvegarder. Il y a la haie de cèdre, je laisse mon collègue en discuter un peu. La haie de cèdre qui a été plantée par le frère de Savignac, M. Deshay. Bien, écoutez, en fait, ce qu'on peut dire au niveau du terrain lui-même, c'est un terrain vraiment qui est assez intéressant sur le territoire de la municipalité de Berthierville. C'est un terrain finalement qui présente encore des surfaces boisées, une canopée végétale vraiment très importante, probablement finalement un terrain de grande dimension assez distinctif sur le territoire de Berthierville. Fait, en ce qui concerne la présence du boisé, la présence de la haie de cèdre que M. Sylvestre signalait à l'instant et la qualité des arbres, nous sommes vraiment devant un terrain exceptionnel finalement sur le territoire de la ville de Berthierville. Et dans le cadre de votre projet de reconversion, une bonne partie du boisé se trouve à être sauvée, là. Oui, évidemment. D'abord, première étape, il faut sauvegarder le monastère. Et ça, c'est immédiat. C'est incontournable. Une fois qu'il sera démoli, il n'y aura plus d'objet de discussion. Après ça, la conversion, dans le cadre de la sauvegarde. Après ça, conférer au site une nouvelle vocation qui répondra à nos besoins sociaux, économiques, médicaux, collectifs et communautaires. Avant d'aborder là, le projet de reconversion comme tel, on pourrait peut-être discuter des arguments de ceux qui veulent démolir, notamment la présence d'amiante et la possibilité de faire un développement économique, d'avoir des maisons bâties sur le site. Bien, écoutez, on peut peut-être parler un peu de l'enjeu au niveau de la présence d'amiante. Ce qu'il faut savoir peut-être, puis souligner et rappeler là, quelques instants sans trop insister, là, il faut quand même se souvenir que l'année dernière, finalement, au mois de juillet 2019, alors qu'on était à quelques heures finalement de l'audience relativement à la protection du patrimoine du monastère, à la commission du patrimoine du Québec, finalement, il y a eu quand même un geste important là, de démolition du premier bâtiment qui constituait le monastère, la maison Pélan. Cette maison, finalement, a été démolie, en fait, l'objet de travaux de démolition très rapidement et peut-être de façon très radicale également, sans trop de soucis au niveau de la problématique de l'amiante. Écoutez, je pense que ce qu'on peut dire en date d'aujourd'hui, c'est que bien évidemment, c'est une question importante, la présence de l'amiante à l'intérieur d'un bâtiment. Bien évidemment qu'il y a des mesures certainement importantes à prendre dans le contexte de la décontamination pour requalifier l'ensemble du bâtiment. Il s'agit en fait d'une problématique que nous devons également considérer d'une perspective de requalification du bâtiment, mais il faut savoir finalement que nous avons au Québec l'expertise requise pour faire ces travaux selon les règles de l'art et ultérieurement être en mesure de requalifier correctement l'ensemble du monastère. Et M. Sylvestre, vous remettez en question les chiffres avancés par ceux qui proposent de faire un développement immobilier sur le site. On va revenir sur l'amiante, si oui. vous me permettez. Allez-y avant. J'ai une tendance à être minutieux. Allez-y, allez-y. Voici. Le 3 avril 2019, quelques heures ou quelques jours après l'émission du permis de démolition, se trouvait à côté du monastère une immense pelle mécanique et un gros bulldozer. Je dois dire que je suis témoin de la chose puisque j'habite en face du monastère. Si donc il y avait tant d'amiante que ça, quelle était l'utilité d'avoir de la machine extrêmement coûteuse à l'heure et au jour, si ce n'est que pour démolir rapidement le monastère? Ce qui implicitement signifie que les quantités d'amiante, compte tenu de la vitesse à laquelle on voulait démolir, ne devaient pas être catastrophiques. J'ai assisté à la décontamination d'amiante, entre autres à la faculté de droit de l'Université de Montréal, et il fallait tout fermer
complètement Confiné. hermétisé, confiné, et c'était des mois et des mois. Quand on démolit au Québec, les règles sont claires. S'il y a amiante, vous devez intégralement décontaminer le site. Si donc on doit décontaminer le site et qu'il se trouve des quantités gigantesques d'amiante, est-il concevable que cela puisse prendre moins d'1 mois, moins de 2 mois? D'où la question que je pose. Pourquoi le 3 avril 2019 y avait-il de la machinerie pour la démolition s'il y avait autant et désastreusement autant d'amiante dans le monastère? Je fais l'hypothèse qu'il y a probablement de l'amiante, mais ce que l'on entend dans la rumeur publique relève du grand nébuleux. On n'a pas idée, et à mon sens, beaucoup d'immeubles ont été décontaminés et on les a sauvegardés, que ce soit le Royal Vic, que ce soit l'hôpital Sacré-Cœur, que ce soit l'Hôtel-Dieu à Montréal, on ne démolit pas parce qu'il y a de l'amiante. Et en l'espèce, j'ai des doutes sur l'importance de la présence d'amiante et du degré de contamination. Puis en terminant, j'ai bien connu une démoniale dominicaine depuis que je suis tout petit. Je n'ai pas vu une seule démoniale souffrir d'amiantose. Alors, s'ils ont été capables de résider là, de 1935 à 2012, sans cas d'amiantose, je doute qu'on soit en présence d'une catastrophe environnementale. Cela dit, revenons maintenant aux chiffres avancés par les promoteurs du projet et par le conseil municipal dans leur résolution pour justifier leur Si vous permettez, non-intervention. au préalable, Oui. j'aimerais, pour vos auditeurs qui ont mon âge et plus, qu'à Berthierville, on a réussi à démolir le collège Saint-Joseph. Oui. On a réussi à démolir le couvent de la Congrégation de Notre-Dame. On a démoli la petite église protestante. On a démoli le Juvénat des Saints-Anges. Il reste à Berthierville, qui était le chef-lieu du comté de Berthier-Masquinongé puis du comté provincial de Berthier, il reste l'église Sainte-Geneviève-de-Berthier et son presbytère, la chapelle des Culbert et le monastère de Montréal dominicain. C'est tout ce qui nous reste. Ces entités, ces 4 entités-là, représentent à peu près le quart du patrimoine communautaire et collectif que nous avions en 1959. En enlevant le monastère, on vient de couper presque du tiers cette réserve patrimoniale. C'est Raison là où de la plus question. pour peut-être Oui. bien réfléchir avant de... Écoutez, c'est comme la peine de mort. Une fois que vous avez pendu l'accusé, c'est pas après qu'il faut l'innocenter, c'est avant. Avant de démolir, il faut y songer beaucoup et faire la démonstration contraire à la nôtre, à l'effet que non, il n'y a rien à faire et qu'il est préférable d'avoir des bungalows ou des unités résidentielles sous quelque forme qu'elles soient. Alors, je présume que le monastère a droit à la présomption d'innocence et qu'il a en conséquence droit à une défense pleine et entière, et c'est pourquoi le comité de sauvegarde du monastère a été créé. Vous pouvez mettre à poursuivre là, pour qu'est-ce qui est des arguments économiques invoqués pour tenter de justifier la démolition? Écoutez, En fait, ce que j'aime signaler, c'est que quand on est face à un bâtiment à préserver, comme c'est le cas ici avec le monastère, on peut comprendre qu'avant son classement, on évaluait différentes options, y compris finalement l'option de le démolir pour le remplacer finalement par une construction de quelques unités résidentielles. On parle de 60 unités résidentielles. Bon, il faut bien comprendre qu'un projet de résidentiel de cette nature-là, on ne peut pas véritablement qualifier ça de projet économique. Bien évidemment, au moment de la construction des bâtiments résidentiels, des 60 unités, il y a quand même un peu d'activité économique. Mais ultimement, à la fin de l'exercice, on n'a pas du tout fait un geste en faveur finalement du développement économique sur le territoire de la municipalité de Berthierville. Alors qu'un projet de requalification d'un bâtiment vraiment exceptionnel, ce qui est connu et reconnu depuis 2013, représente une opportunité déterminante pour revitaliser et requalifier l'environnement et le tissu urbain de la municipalité de Berthierville. j'ajouterai Vous un petit remettez en calcul. question là, les chiffres avancés. Oui, dans le évidemment. conseil municipal. On va Vous commencer l'expliquez? par le plus optimiste, Oui. pour ne pas dire le plus totalement délirant. Oui. Excusez. Madame la mairesse a soutenu dans les journaux, si j'ai bien lu, il se peut que mes mémoires défaillent à mon âge, mais il me semble bien avoir lu
que pour elle, il s'agissait d'un projet de 40 millions de dollars, divisé par 60 unités, ça fait 666 666 et 66 sous l'unité. Je suis personnellement convaincu, avec les faibles connaissances que j'ai, qu'il n'y a pas de marché pour un tel projet à 666 666 dollars et 66 cents. Ça ne tient pas la route. C'est de la poudre aux yeux. Examinons maintenant la procédure judiciaire. Il est dit et écrit qu'il s'agit d'un projet de 30 millions de dollars. Déjà, c'est plus modeste, mais 30 millions de dollars, selon ce que j'ai pu lire, ça fait des unités résidentielles à 500 000 dollars chacune. Pas au bord du fleuve Saint-Laurent, mais entre deux projets résidentiels déjà existants où la valeur moyenne oscille entre 250 000 et 400 000 dollars. Dès lors, une simple analyse réaliste, même si le prix des maisons a monté, même s'il y a un exode de Montréal, c'est beaucoup plus des unités de l'ordre de 300 000 dollars chacune, fois 60, ce qui veut dire qu'au mieux, en plus ou en moins, qu'on dise 15 millions, qu'on dise 20 millions, c'est un projet qui avoisine approximativement, tout au plus, 18 millions de dollars. Nous sommes donc bien loin de la rumeur publique à l'effet que c'est un projet de 40 millions de dollars ou un projet de 30 millions de dollars. Alors, soyons réalistes, à peu près 18 millions de dollars, et c'est ce qui doit nous servir d'étalon de comparaison quant aux alternatives que nous allons étudier. Oui. Puis, écoutez, je pense que ce qu'il faut ajouter à ce que M. Sylvestre vient de présenter, c'est qu'il faut être conscient finalement du bâtiment d'origine. C'est-à-dire, on parle présentement de monastère que près quand même de 100 ans d'histoire, si on peut dire. Maintenant, il faut savoir que depuis 2013, en avril 2013, à la demande finalement de la MRC d'Autrey, il y a eu une expertise sur l'ensemble du patrimoine, sur le territoire de la MRC. Le rapport a été produit en avril 2013 par une entreprise, un consultant en patrimoine culturel qui s'appelle les entreprises Bergeron et Gagnon. À l'époque, finalement, quand on avait fait l'expertise sur le bâtiment du monastère, on avait relevé finalement les observations suivantes. C'est-à-dire, on signale qu'au niveau de la valeur d'authenticité, on signale la valeur, elle est excellente. Au niveau de son milieu environnant, la valeur, elle est supérieure. Au niveau de sa valeur d'âge de l'architecture, avec les éléments que M. Sylvestre a signalés un peu plus tôt, on dit bien évidemment. Au niveau de sa rareté, on signale également la rareté du bâtiment. Au niveau de son état physique, on signale le bon état général du bâtiment en date d'aujourd'hui. Encore faut-il ne pas le laisser dégrader volontairement. Au niveau de la valeur d'usage, de la valeur historique et de la valeur patrimoniale, on parle vraiment d'une valeur patrimoniale exceptionnelle. On signale également dans le même document que ce bâtiment et l'ensemble du site présentent des caractéristiques très favorables à la requalification du bâtiment existant, du bâtiment patrimonial existant. Écoutez, nous sommes maintenant en 2020, nous sommes quand même à l'aube du 21e siècle, je pense que tout le monde en convient, et on entend souvent des principes, des préoccupations en matière de développement durable. Si on souhaite parler de développement durable, on ne peut pas mettre de côté notre patrimoine. Et on ne peut pas mettre de côté notre patrimoine religieux et on ne peut pas mettre de côté le patrimoine qui présente un certain intérêt national, comme c'est le cas ici du monastère de Berthierville. C'est un bâtiment qui permet et qui pourrait permettre à la municipalité véritablement de développer un projet d'inspiration développement durable en requalifiant un bâtiment exceptionnel dans des objectifs finalement, bien évidemment, des objectifs sociaux, des objectifs économiques également qu'on ne peut pas mettre de côté et bien évidemment des objectifs en matière d'environnement. Moi, je suis convaincu que si tout le monde à Berthierville, vous travaillez dans la même direction avec l'ensemble des intervenants du milieu, vous êtes en mesure de réaliser un projet économique, un projet social et un projet en environnement de grande qualité. Vous savez, on ne peut pas revenir en arrière, mais il faut quand même se souvenir que
cette connaissance de la valeur patrimoniale du bâtiment, elle est connue et reconnue à la demande expresse des représentants de la MRC depuis avril 2013. Ce qui est un peu triste, c'est la situation dans laquelle on s'est retrouvé en 2019. Faisons fi, si vous me permettez, de cette période et travaillons le plus rapidement possible à trouver un projet de requalification comme nous présente aujourd'hui M. Sylvestre.